Je suis en fait chimiste organicien. Alors déjà, quand on dit organicien, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est des gens qui s'intéressent à la chimie du carbone, du carbone lié à lui-même. Hein, donc dans le squelette des produits organiques, ce sont les hydrocarbures. Et j'ai en fait une double formation. Ce qui, dont à cette époque-là, très lointaine, était très très rare, parce que j'ai fait d'emblée de l'interdisciplinarité. J'étais chimiste et biochimiste. J'ai fait le CNAM et j'ai donc fait un double diplôme d'ingénieur chimiste et biochimiste. Je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, dans un groupe qui me plaisait beaucoup en fait, qui s'appelait le groupe Roussel-Uclaf, parce que nous avions dans ce groupe, il était dirigé par des gens qui avaient été formés au Collège de France. Alors vous allez dire, ah bon, c'était en fait des universitaires déguisés. Donc on avait un degré de liberté qui allait de l'aide chimiste, hein, j'étais à l'époque rentré aide chimiste, jusqu'aux gens qui faisaient la conception des schémas de synthèse. Vraiment, on nous laissait regarder tous les contrats, tout. On avait le droit de la liberté totale. Ce qui était très très différent de notre grand concurrent de l'époque, qui était Rhône Poulenc, qui, lorsque vous étiez chimiste, on vous donnait un produit avec un numéro, et puis sur ce produit, vous rajoutiez un peu d'acide chlorhydrique, ça donnait un nouveau numéro, etc. etc. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai eu à travailler sur ce qui devait normalement devenir la pilule contraceptive. Alors si je vous raconte ça, c'est pour répondre un peu à la question de Roger, comment on devient lanceur d'alerte ou simili lanceur d'alerte. Donc, nous avons vraiment ce qu'on appelle ramé pendant très très longtemps pour réaliser cette synthèse totale. En fait, c'était très original. Tous les industriels américains, entre autres, avaient dit que c'était totalement impossible. Eh bien, les Français l'ont réussi. Alors, ils disaient que c'était impossible parce que c'est eux qui avaient tous les brevets sur la pilule, bien sûr. Donc, il n'y avait pas de problème. Et donc j'ai été d'autant plus marqué par cet épisode, c'était que j'étais à la dernière étape, c'est-à-dire que les premiers milligrammes de cette pilule qui devait être merveilleuse et qui effectivement avait des propriétés contraceptives extraordinaires, eh bien ces premiers milligrammes, ça a été pour nous une joie extraordinaire. Et comme maintenant, lorsqu'on se trouve confronté à un problème et qu'on veut savoir s'il est vraiment néfaste pour la santé, donc des études de toxicologie, on l'envoie à l'étranger. Hein, c'est toujours pareil, on est totalement sous-développé, je ne sais même pas si le terme sous-développé n'est pas trop faible, en toxicologie. Et donc on l'a envoyé aux États-Unis et un an après, le résultat est arrivé, c'était une pilule qui en fait était toxique pour le foie, rédhibitoire pour de la contraception. Et pour nous, alors, je peux vous dire que la pilule était amère. Hein. Très, très... Bon, après, les industriels, ils retombent toujours sur leurs pattes. La mentalité avait un peu changé, par ailleurs. Et donc, ils sont allés aux États-Unis, ils l'ont fait breveter aux États-Unis, parce que quelque chose qui est aussi totalement ignoré, c'est que les chimistes, lorsque effectivement on leur a dit il faut continuer, alors on a fait un certain nombre de dérivés qui ont été testés par quelqu'un qui est devenu très célèbre, que vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle le professeur Beaulieu, qui était donc notre conseiller scientifique.
Ils sont allés le faire tester aux États-Unis et ils ont donc trouvé que parmi toutes ces pilules, ces molécules plutôt, il y avait une pilule tout à fait intéressante, mais elle était non pas contraceptive, mais abortive. Et là, il s'est passé quelque chose qui a été complètement squeezé, c'est que les chimistes ont refusé de continuer dans ce domaine. C'était uniquement un problème d'éthique. Parce qu'on nous avait demandé de faire une contraceptive, on nous proposait de faire une abortive. Non, qu'à cela ne tienne, ils ont été donc la brevetés aux États-Unis, c'est reparti en Suède, etc. Et c'est le fameux RU, là, hein, pilule du lendemain de matin et compagnie. Mais ça a été complètement squeezé par la presse. Jamais la presse n'a parlé de ce problème. Et ça, c'est quand même pas inintéressant. Et bon, après cette expérience que je dirais vraiment décevante, hein, le moins qu'on puisse dire, parce on travaillait le samedi toute la journée, des fois le dimanche matin. Alors bon, comme j'allais au cours le CNAM le dimanche matin, je séchais le dimanche matin. Mais bon. Et suite à ça, je suis parti donc au bout d'un certain temps, comme beaucoup de mes collègues, parce qu'on était tellement déçus par cette approche qu'on s'est dit, mais quand même c'est extraordinaire qu'on nous demande de faire quelque chose, on réussit à le faire pour l'activité qui nous était demandée, il y a des effets toxiques, eh bien on passe en gros outre, puisque une pilule abortive ça tue, hein, il n'y avait pas de problème. Et donc là, avec un certain nombre de mes collègues, nous avons quitté ce groupe vraiment à regret, vraiment à regret. Et c'est rare quand on passe après dans le public de dire « Ah, j'ai quitté l'industrie à regret ». Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et tous mes collègues qui étaient partis aussi, vraiment, l'ont beaucoup regretté. Donc, au CNRS, je connaissais un petit peu ces effets toxiques, mais uniquement dans les bouquins. Je me suis dit, mais dans le fond, c'est peut-être pas inintéressant de regarder pourquoi on a échoué dans cette synthèse. Et je suis resté pendant quelques années en contact avec d'anciens collègues de chez Roussel. Et on a en fait essayé de lancer cette approche en fait, de ce qu'on appelle des relations entre la structure chimique et la réactivité, la réactivité biologique, mais qui peut être soit bénéfique, soit néfaste, bien sûr. Donc, on a essayé de mettre en avant cette nouvelle approche qu'on a appelée, on ne s'est pas trop cassé la tête, hein, on a appelé ça la toxicochimie, parce qu'un de mes collègues était pharmacochimiste. Alors on a dit, on va appeler ça toxicochimie. Ça a été totalement, on l'a publié dans une revue française, hein, de la Société française de chimie, ça a été totalement passé inaperçu, sauf que c'était quelques semaines, hein, ils sont quand même remarquables ces Américains, quelques semaines après, ils ont, eux, créé le terme toxicochimistré, c'était pas difficile, ils en ont créé un an après une revue, ils ont fait une sous-division de l'American Chemical Society que parlait Annie tout à l'heure, là, qui régit les CAS, et donc ont développé avec des moyens informatiques puissants, puisque là ils ont des moyens, hein, cette approche, donc relation structure-activité, ils ont fait des bouquins, etc. Et en France, c'est tombé pratiquement à l'oubli, et heureusement, il y a eu mai 68. Et en mai 68, là, on s'est posé quelques questions, et bon, j'avais vu, depuis que j'étais au CNRS, que les façons de travailler dans l'industrie n'étaient pas tout à fait celles du CNRS, de l'INSERM, de l'INRA, etc. Le CEA mis à part. Et surtout l'université. Alors, comme je suivais un doctorat en sciences à Orsay,
Et que pour essayer d'arrondir nos fins de mois qui n'étaient pas très brillantes avec les pays du CNRS, je faisais des TP. J'ai vu de la façon dont on faisait les TP en université, c'était absolument l'horreur. Utilisation du benzène, des jeunes filles là qui, quelques années après, allaient tomber enceintes. Ça gênait personne. Et donc là, j'ai commencé à avoir une réflexion. Et je ne savais pas que c'était peut-être l'embryon d'un lanceur d'alerte, peut-être, qui sait, on ne sait jamais. Bon, je me suis dit, mais quand même, il y a un problème. Dans l'industrie, on lui disait, quand vous voulez utiliser du benzène, il faut demander l'autorisation du directeur. Et le directeur, qui était un petit nerveux, il fallait lui expliquer pourquoi. Parce qu'il avait un chapeau, et si vraiment vous le contrariez trop, il prenait son chapeau, il s'appelait le professeur Véluz, il le jetait par terre, il piétinait. Quand on a 20 ans, ça fait mal. Donc, si on avait besoin du benzène, eh ben vraiment, c'était suicidaire. En gros, c'était ça. Et donc, je me suis dit, mais quand même, il y a un tel décalage entre ce qui se passe à l'université ou dans les organismes d'État et ce qui se passe dans l'industrie, il y a quand même problème. Et de là, peu à peu, a germé cette idée. Et un des premiers points que donc je me suis interrogé, toujours avec un peu mes collègues de chez Roussel, qui continuent à travailler de façon un petit peu secrète. On s'est dit, la seule façon d'essayer de convaincre nos collègues chimistes, puisque la majorité quand même des personnes chez Roussel, c'était un groupe qui avait 1 millier de personnes à peu près, mais il y avait 300 chimistes malgré tout, était de les convaincre avec des arguments scientifiques. Et ça, je crois que c'est ce qui a fait notre force. On a dit, les chimistes, eh bien, qui utilisent du benzène n'importe comment, si on commence à leur expliquer que dans l'organisme, ça passe par des produits qui sont très très méchants, du même style que ce qu'a parlé Annie, là, des époxydes. Le benzène, ça donne un époxyde, et hop, ça cisaille les cellules souches dans la moelle osseuse, et bon, ça peut amener des anémies, ça peut amener des troubles de la coagulation, et surtout, ça peut amener les leucémies. Et donc, on s'est dit, on va essayer de former. Et c'était là, au CNRS, c'était vraiment l'idéal pour nous, puisque c'était l'ébullition de mai 68. Et donc, en 69-70, on a créé ce que j'ai appelé des cours de perfectionnement scientifique. Et pendant 12 ans, c'est un nombre mythique pour moi, pendant 12 ans, j'ai fait avec un ami qui malheureusement a disparu, qui était Pierre Potier, qui a été le dernier, un des directeurs avant que je quitte donc l'Institut de chimie des sciences naturelles à GIF, et qui a été le promoteur de 2 médicaments anticancéreux majeurs, hein. Un de la pervenche de Madagascar, l'autre de l'IF, hein, le Taxotere. Il y en a dans toutes les thérapeutiques anticancéreuses à travers le monde, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il est mort pratiquement dans l'indifférence, alors qu'il était sur le point, il est mort de diabète, et il était sur le point de trouver une nouvelle voie pour traiter le diabète. À l'heure actuelle, ça revient. On parle de ces produits-là qu'il disait qui étaient très importants dans le diabète, le méthylglyoxal, etc. Bon, peu importe. Mais pour vous dire qu'on peut faire les plus belles choses dans sa vie si vous vous gênez, et c'était un gêneur, parce qu'il n'avait jamais peur de dire ce qu'il pensait. Et puis, à mon sens, il avait aussi une grande qualité qu'avaient eu ses prédécesseurs et qui ont fait que je n'ai pas été, entre autres, viré du CNRS parce que j'avais refusé de signer un rapport de l'Académie des sciences sur la dioxine, qui disait que la dioxine, c'est pas très dangereux en France. Donc, j'avais refusé de signer, parce que ça s'est jamais fait. Et donc, là, j'étais bon pour être viré du CNRS, et j'ai eu. Et c'est ça, je crois, qui est aussi très important dans un peu les échelles des lanceurs d'alerte. Vous en avez quelques-uns qui ont la chance d'avoir au-dessus d'eux des personnes qui vont les défendre. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu 5 directeurs, Lederer, Jadot, Guy Horisson, qui était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, président de l'Académie des sciences, Pierre Potier à l'Académie des sciences, Barton, prix Nobel,
tous ces gens m'ont soutenu envers et contre tout, contre des fois des gens extrêmement puissants qui voulaient ma peau. Il y en a un que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait Rosemary, hein, l'homme de... voilà. Voilà. Et lui vraiment voulait ma peau parce que j'avais dénoncé sa liste bidon là, des colorants qui est distribuée à Villejuif. Et ça, je crois que c'est très important. Quand on a la chance, parce que j'ai eu de la chance, d'avoir des personnes qui vraiment m'ont soutenu. Et je me souviendrai toujours, bon, ils sont tous morts, hein, bon, ils étaient quand même un peu âgés. Je me souviendrai toujours ce que m'a dit Sir Derek Barton, donc qui était un Anglais, et qui m'a dit, oh, vous savez, Monsieur Picot, je ne connais rien à ce que vous faites, mais j'ai confiance. Vous vous rendez compte, hein, prix Nobel. Il m'a dit, j'y connais rien. Et je crois que ça, c'est extrêmement important si on peut avoir des soutiens, hein, auprès de personnes intègres, bien sûr. Hein, il ne suffit pas d'être soutenu par Rosemary. Hein, lui, il soutenait en distribuant allègrement de l'argent à tout le monde, donc personne ne parlait. Personne ne parlait. Hein. Et donc, ça, je pense que c'est à toi. Alors, pour terminer, qu'est-ce que peut apporter la chimie, hein, je ne parlerai pas des chimistes, hein, parce qu'effectivement, ça a été dit, il y en a de tous bords des chimistes. Et beaucoup, bon, ils veulent gagner leur vie, la façon la meilleure pour eux. Et donc, ils sont prêts à tous les compromis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. Il y en a beaucoup comme ça. Ce ne sont pas tous, heureusement, comme ça, mais malheureusement, très très peu de chimistes, comme Henri par exemple, ont pris sur eux pour défendre des causes qui étaient vraiment des causes qui étaient au-dessus de leur possibilités, parce que les enjeux étaient tellement grands, la puissance des industriels tellement importante, et malheureusement souvent des instances gouvernementales ou des agences, on a parlé des agences, mais bon, c'est tout le même rouage, hein. Eh bien, ça, il y en a très très peu. Et les médecins, c'est pareil. On a parlé de Jean-Jacques Mellet. Il se trouve que j'ai eu à le connaître parce qu'il m'avait demandé de l'aider pour comprendre un petit peu comment le mercure faisait des dégâts dans l'organisme. Donc je l'ai beaucoup côtoyé. Et c'était suicidaire, quoi. Il s'est suicidé, mais c'était suicidaire d'attaquer ainsi les amalgames dentaires avec tout le poids, hein, qu'il y a derrière, hein, de tous les lobbies, les ordres, etc. C'est vraiment, quand on y pense, on est quelques-uns à survivre, n'est-ce pas, Annie? Mais bon, alors, on ne sait pas comment. Vraiment, moi, je sais comment. Moi, c'est uniquement, comme je vous l'ai dit, à cause sûrement du soutien de gens puissants. Alors, qu'est-ce que peut apporter la chimie? La chimie, elle peut être très importante si elle est bien comprise. Elle peut aider déjà à identifier les produits. Elle peut aider après, en s'associant avec la biologie, à comprendre comment ce produit va interagir avec ses cibles biologiques. Et puis après, la chimie peut aussi, comme nous on essayait de le faire, voir s'il n'y aurait pas des possibilités d'interaction entre ces molécules et déjà des molécules connues. Et effectivement, ça apporte un plus, hein, dans l'affaire de Commentry qu'a parlé donc Annie. Effectivement, Henri m'avait demandé qu'est-ce que je pensais de cette structure. Et dès que j'ai vu la structure, j'ai dit ça, c'est ultra mutagène. Ultra. Ça ne pouvait être qu'ultra mutagène. Il y avait tout pour que ça soit une molécule redoutable. Ce qui n'avait pas empêché Ron Poulenc pendant des années et des années de faire cette synthèse à Lyon. Mais ça continue. Et ça continue. Ah bah, mais ça continue à cause de la phrase des épidémiologistes. Ah ben voilà. Ouais, bah, ouais. Voilà. Donc, vous voyez,
Je ne vous parlerai pas vraiment de toxicologie parce que je ne suis pas toxicologue. Comme je ne voulais absolument pas, avec mes collègues, qu'on passe pour des toxicologues, on avait appelé ça la toxicochimie. Donc, et ça a permis malgré tout d'aider, je pense, un certain nombre de personnes. Voilà, je me qualifierais, parce qu'il faut toujours personnaliser un peu, de lanceur d'alerte un peu des causes perdues. Je me suis toujours intéressé. J'ai été sollicité, c'est pas vrai, oui, je ne suis pas intéressé, j'ai été sollicité toujours par des personnes qui avaient frappé à toutes les portes et toutes les portes s'étaient fermées. Et donc, je me suis intéressé à des choses incroyables. L'oxyde d'éthylène dans les biberons, ça aboutit à. On ne stérilise plus les biberons pour les prématurés. Pour les autres, on verra après, mais les prématurés, c'est déjà bien, c'est un premier point. Hein. Et ça, c'est grâce à l'IGAS. Vous savez, il y a quand même des organismes qui vraiment font leur boulot. Hein. J'ai eu 2 fois affaire à l'IGAS. 2 fois, ils ont pris des positions extrêmement courageuses contre le ministère de la Santé, ce qui est quand même pas de la rigolade. Et donc, heureusement qu'il y a des organismes comme ça. Et puis, alors donc j'ai eu ça, un problème qui n'intéressait absolument pas l'AFSAP, là c'était l'AFSAP, là tout ça, parce qu'ils avaient fait des rapports bidons, etc. Les prothèses mammaires. Je m'en suis intéressé parce que c'est la télé nationale australienne qui est venue pour faire une émission. Et la veille qu'ils passent leur émission en Australie, le gouvernement australien a pris des mesures que demandait cette télé, qui était que les personnes qui posaient, il y avait quand même 900 prothèses mammaires PIP là, en Australie, prennent la décision d'informer ces femmes qu'elles pouvaient aller donc voir un médecin. Et ben, là encore, c'était pas en France, tout le monde s'en foutait. Hein. L'AFSAP s'en foutait complètement. Hein. Ils avaient fait des rapports. Bon, c'était point, terminé, et ça continuait. Donc, c'est toujours des causes, et il y a des causes qui durent, et qui, des fois, les personnes restent en vie, mais quel type de vie qu'elles ont. Là, j'ai reçu, et Roger la connaît, une lettre hier de Denis Schneider. Elle est bas dans les Ardennes. Elle habitait, c'est une dame belge, elle habitait près d'une usine qui détruit des batteries d'accumulateurs. Donc, alors c'est du plomb, c'est du cadmium, c'est du nickel. Avec son mari. Son mari, elle m'a envoyé une lettre qui est vraiment, vous savez, c'est en pleurer. Son mari, il est grabataire. Il a des tremblements partout. Ils ont fait des analyses, ils trouvent plein de manganèse dans ses cheveux. Or, manganèse, maladie de pseudo-Parkinson. Vous voyez, voilà à quoi on en arrive. Et cette dame et son mari se sont heurtés à toute la population. D'abord le maire, qui est un médecin, qui a dit mais non, il n'y a rien à voir, puisque c'est des emplois. Les emplois. Les syndicats, c'est les emplois. Et toute la population qui a continué à cultiver ses légumes complètement contaminés. Alors bon, il y a eu des cas d'enfants leucémiques, etc. Et voilà, c'est indifférence totale. Il y a eu, je ne sais pas combien de rapports. Tu le sais, toi, Annie, combien il y a eu de rapports il y a même eu des procédures judiciaires. Des procédures, beaucoup de procédures judiciaires, oui. Voilà. Donc, il n'y a qu'une chose que peut-être André pouvait évoquer, c'était l'état de désertification complète de la toxicologie française. Mais on a un peu compris historiquement la difficulté. Mais aujourd'hui, pour devenir toxicologue en France, les filières de formation ont été fermées. On sent bien que ce sont les empêcheurs de penser en rond, hein, qu'on empêche de se reproduire. Oui. Hein, au point qu'aujourd'hui, on a même une industrie française qui... bref, en gros, les toxicologues bossent pour l'industrie aujourd'hui. Et là où leur rôle préventif pourrait être réel et indépendant, eh bien, ils ne se reproduisent plus, les toxicologues. Oui. Juste un petit mot pour te dire que dans les mots-clés du CNRS, et Dieu sait s'il y en a, toxicologie n'est jamais apparue. À l'INSERM, il y avait des toxicologues, mais ils ont été quasi tous détruits. Hein. En fait,
Une des choses qui est très très frappante, c'est qu'on a été toléré dans nos institutions, INSERM, CNRS. Henri était chercheur au CNRS. Il a présenté plusieurs candidats aux candidatures CNRS. Il n'a jamais obtenu une intégration d'un jeune chercheur qu'il avait formé dans son équipe. Moi, je me suis fait refuser de présenter des candidats aux candidatures INSERM, CNRS ou université. Et j'ai eu une équipe de recherche pendant 25 ans sur ces questions de cancer professionnel. J'ai jamais réussi à avoir un autre statutaire que moi-même. Donc ça veut dire en clair que il nous tolère parce que le chercheur a quelques prérogatives dont la liberté de ses sujets de recherche, mais ils évitent soigneusement la reproduction. Oui, ça c'est évident.